Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Equinox ce soir de ce jeudi 8 juillet 2021. Equinox ce soir, c'est votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi de 19h à 21h. C'est pratiquement une tendance dorénavant, la publication sur la toile des images obscènes. Et l'actualité nous donne quelques illustrations. Ces dernières 48 heures, deux faits majeurs largement relayés montrent que Internet au Cameroun est devenu un véritable fleuve d'images pornographiques. D'abord, cette vidéo datant du 6 juillet 2021 d'environ 2 minutes 21 secondes où on aperçoit des femmes et des hommes nus visiblement interpellés par des forces de maintien de l'ordre dans un appartement meublé à Douala. Les mises en cause auraient été surpris en plein ébat sexuel. Les images, visiblement tournées par des éléments de la gendarmerie nationale, présents sur les lieux au moment de l'opération Coup de poing, ont été publiées sur les réseaux sociaux et abondamment relayées. Deuxième élément, une vidéo montrant une femme, une jeune dame en larmes dans un salon de coiffure au quartier Nkomkana, Yaoundé. La dame qui est accusée d'avoir volé des mèches entre autres est obligée, forcée de se déshabiller par les justiciers de circonstances et surtout de bien laisser voir ses parties intimes. Les images tournées dans ce salon de coiffure sont devenues virales sur la toile. Pas besoin de revenir sur d'autres cas semblables qui ont récemment défrayé la chronique dans notre pays. Comment en est-on arrivé à une telle déshumanisation de la femme? Comment en est-on arrivé à transformer Internet en un océan d'images pornographiques, arrosant les réseaux sociaux et battant tous les records de partage et de vues? Comment en sommes-nous arrivés à être enivrés par le triomphe de la nouvelle version hollywoodienne de la culture du plaisir sexuel? La loi est-elle suffisamment dissuasive pour permettre d'endiguer, pour ne pas dire d'éradiquer ce fléau? Mesdames, Messieurs, à 20h, ce sera la grande édition du Journal du Soir avec Cédric Noufélé. Derrière le journal, ce sera la deuxième partie d'Equinox Soir, le débrief, mais tout de suite, le fait du jour. Publication récurrente des images pornographiques sur les réseaux sociaux, comment endiguer le phénomène? Pour décrypter ce sujet d'actualité, sur ce plateau, nous avons convié ce jeudi Alain Djipou, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à vos téléspectateurs, bonsoir aux companélistes. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je retrouve le plateau d'Equinox Soir, surtout pour une thématique aussi importante pour la jeunesse camerounaise en perte de vitesse et sans repère carrément. Merci Alain Djibou, vous êtes journaliste et vous êtes au quotidien Le Messager. Maître Clément Nacom, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu. Merci Duval. Je voudrais dire bonsoir à tous les excellents co-panélistes et aux nombreux téléspectateurs de Equinox Télévision. C'était un honneur pour moi d'être là et de pouvoir apporter ma modeste pierre à la contribution pour que ce débat puisse porter des fruits. Merci Maître Clément Nacom, vous êtes avocat au barreau du Cameroun et vous avez certainement traité pas mal de sujets semblables à ceux qui nous intéressent ce soir. On dit que cela se rapporte un tout petit peu à la cybercriminalité. Merci infiniment d'être venu. Maître Fabien Kenyé, bonsoir. Bonsoir Duval, je me réjouis de vous retrouver avec votre confrère Alain Djipou. Alain Djipou, naturellement, et mon confrère aussi. Nacom Clément, avec qui j'ai beaucoup d'affection, beaucoup de confraternité. Cela dit, honnêtement, je suis en peine. Parce que, voyez-vous, depuis pratiquement 4 jours, je suis au tribunal militaire avec des Camerounais qui sont embastillés au niveau de Douala. Ils sont au nombre pratiquement de 60 ou 53 pour autant que je me souvienne. Je n'ai pas eu du tout de repos. Je suis devenu presque un pèlerin du droit. Je ne voudrais pas occulter le sujet d'aujourd'hui. J'ai en ce moment un membre de Nemembou, sympathisant ou pas du MLC, qui est actuellement embastillé, enchaîné à la Kentini.
Vous savez pourquoi? Pour avoir marché à main nue en date du 22 septembre 2020 pour réclamer un code électoral consensuel pour demander que ce pays redevienne ce qui n'aurait jamais dû être. Parce que voyez-vous, le sujet d'aujourd'hui me fend le cœur. Je n'aurais jamais un temps soit peu imaginé qu'on se retrouvait sur un plateau de télévision à évoquer des expressions comme il n'y a pas à tous. Nous sommes presque de la même génération aussi. Il me semble que parce qu'il y a peu, personne de nous n'avait jamais entendu cette expression-là. Et quand bien cela arrive, nous n'avions qu'un seul protecteur. Quand nous sommes en difficulté, nous n'avons qu'un seul protecteur, de quelque manière que ce soit. Si nous avions fauté avec la loi, nous attendions à voir autour de nous un protecteur de loi qui est autorité de la loi. Celui qui représente cette autorité de la loi, ce sont les hommes en tenue. Et je me rends compte que ce sont ces hommes en tenue qui seraient, je dis bien qui seraient, mis au devant de la scène au sortir de cette émission-là. Et cela est extrêmement dégueulasse et révoltant. J'en souffre. M. Fabien Kenny, vous êtes avocat au barreau du Cameroun, mais vous êtes également militant politique. Vous êtes membre du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. En attendant notre quatrième invité qui va nous retrouver sur ce plateau, je donne la parole, Maître Clément Nacon. On a enregistré ces derniers jours, ces dernières semaines, beaucoup de faits semblables. Des images obscènes qui inondent la toile, des gens qui se prennent en photo ou des vidéos qui sont tournées et qui par la suite sont publiées sur les réseaux sociaux. Nous avons voulu retenir deux cas qui sont les cas les plus récents. Il y a le cas donc de ces hommes et femmes qui ont été surpris dans un appartement meublé à Bounamoussadi, ici à Douala. Visiblement, selon les commentaires qui accompagnent la vidéo, en plein débat sexuel et visiblement filmé par des éléments de la gendarmerie nationale, puis relayé sur les réseaux sociaux. Il y a donc le cas également de cette jeune dame dans un quartier de Yaoundé, filmée dans un salon de coiffure. Elle aurait volé des mèches et pour se faire justice, les responsables auraient demandé à cette jeune dame de se déshabiller et ses parties intimes ont été filmées et publiées sur les réseaux sociaux. Avant d'arriver aux solutions, puisqu'il faut bien qu'on arrête ce phénomène qui traduit une sorte de dégradation de la morale de façon globale, de votre point de vue, comment on en est arrivé à ce type de phénomène? Oui, Juval, voyez-vous, on est en pleine crise. Le Cameroun est en crise, la crise de la nudité. La nudité, qu'elle soit masculine ou féminine, nous sommes en pleine crise. Lorsque la nudité devient banale, ça nous interpelle. La perversité est en plein essor. Et chaque jour qui passe, on se demande demain quel est le nouveau fait majeur qu'on a publié. La nudité est devenue la mode. Et je vois, la question a bien été posée. Comment en sommes-nous arrivés là? Le Cameroun a pourtant un arsenal de textes et répressif, mais nous nous rendons compte que la société a démissionné. La société a démissionné et les pratiques que nous dénonçons aujourd'hui nous interpellent et font en sorte que on se pose la question. Parce que toutes ces personnes qui sont montrées dans des vidéos, c'est dans la grande majeure partie des jeunes. Comment en sommes-nous arrivés là? De mon point de vue, de ce point de vue, je vois le chômage des jeunes, qui est une cause, parce que les jeunes, quand ils s'ennuient, je crois qu'ils prennent plaisir à se livrer à des activités libidineuses qui sont
et qui se retrouvent sur les réseaux sociaux, il y a la consommation d'alcool et des stupéfiants, les drogues et tout le reste. Les jeunes qui se livrent à la consommation excessive d'alcool, cela pose des répercussions sur leur conscience, de telle sorte que les actes qu'ils posent vont peut-être au-delà de ce qu'ils avaient pensé au départ. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un arsenal juridique. Cela suppose que lorsque les premiers éléments ou les premiers cas apparaissent, on met en place une législation pour faire face à ce phénomène. Est-ce que vous avez le sentiment que cette législation est suffisamment répressive pour décourager tous ceux qui seraient tentés de se livrer à ces pratiques-là? Duval, le Cameroun a ratifié sur le plan international beaucoup d'instruments juridiques. La Déclaration universelle des droits de l'homme qui promeut la dignité humaine dans le sens le plus large. Il y a le pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966 qui promeut également la dignité humaine. Lorsqu'on vient au plan national, nous avons la Constitution qui promeut et protège la dignité humaine dans son préambule qui fait partie du bloc de constitutionnalité. Nous avons le code pénal également qui protège la dignité humaine. Il y a au moins 4 articles du code pénal qui répriment, et de façon sévère d'ailleurs, l'atteinte à la pudeur, le proxénétisme, l'outrage privé à la pudeur. Et il y a la loi sur la cybercriminalité de 2010 également qui protège la dignité humaine, l'intégrité privée. Donc, s'agissant des textes, le Cameroun a un arsenal suffisamment puissant. Alors, je voudrais recueillir votre avis sur le sujet, Alain Di. Pour vous, en tant que journaliste, ce phénomène-là, comment vous le vivez? Je veux dire que de plus en plus, dans l'actualité, dans la presse, ce sont des sujets qui reviennent. Comment vous percevez cela? Il me serait un peu difficile de ne pas trouver un lien entre le phénomène de la banalisation de la nudité sur les réseaux sociaux et une certaine dépravation des mœurs, de façon générale, certaine activité de libertinage, on va dire ça comme ça, dans les mœurs au Cameroun. Pour dire que, en réalité, si ça s'est déporté au niveau du virtuel, des réseaux sociaux, c'est tout simplement à l'image même de ce que nous vivons du point de vue de notre société. C'est l'image la plus hideuse de ce que projette la société camerounaise actuelle. Pour tout simplement indiquer que de plus en plus, l'échelle de valeur est inversée. On ne s'occupe plus tellement de la morale. La morale a foutu le camp, place à la course effrénée de l'avoir, du bien, de la richesse, de l'argent. Et cela à tous les prix. Et pour rester dans le sujet, au prix même de sa nudité. C'est dire que ce qui se passe dans le monde virtuel aujourd'hui est tout simplement une transposition de ce que nous vivons au quotidien. Observons, on est dans une société, observez comment nos jeunes enfants s'habillent, les comportements, les habitudes en termes de vêtements. Mais qu'est-ce que vous stigmatisez de façon précise? Je veux dire, pour vous, le problème, c'est quoi? Est-ce que le problème, c'est la perversion qui est portée sur les réseaux sociaux, ou bien le problème, c'est la publication dans les réseaux sociaux de ces images obscènes-là? Les deux sont liés. Le problème de fond, vous avez mis le doigt dans la plaie. La société est pervertie. C'est ça qu'il faut reconnaître d'abord, d'emblée. Pervertie par des comportements peu catholiques, par des comportements répréhensibles. Et pour couronner le tout, dans un système où on laisse faire. Donc, quand l'impunité s'installe dans une société, bonjour donc la dépravation, bonjour la oui, c'est vrai que les deux phénomènes peuvent être liés. Oui. Mais à un moment donné, il faut bien faire le distinguo parce que si on prend le cas, par exemple, de cette jeune dame
qui a été accusé d'avoir volé des mèches. Bon, c'est un vol. Mais maintenant, il y a un autre problème derrière, c'est qu'on lui demande de se déshabiller. On a filmé ses parties intimes qu'on a publiées sur les réseaux sociaux. Dans le cas, par exemple, de Bonamou Sadi à Douala, on parle des gens qui étaient dans un domicile, dans un appartement meublé. On suppose qu'ils sont là en train de gérer, de vivre leur vie privée. Et puis on a des gendarmes qui font irruption dans ce domicile, les prennent en image en insistant pour que leur partie intime, par exemple, soit filmée et leur visage bien à découvert. Et les images sont par la suite publiées sur les réseaux sociaux. Vous comprenez tout simplement que l'être humain est désacralisé. L'être humain n'est plus quelque chose de sacré, quelque chose qu'on respecte, qu'on devrait respecter. À plus forte raison, les parties intimes, c'est-à-dire, c'est devenu l'objet de chantage pratiquement. Okay. Et dans mon propos de tout à l'heure, j'ai indiqué que au nom de la course effrénée vers l'avoir, vers la richesse, vers de l'argent, la quête de l'argent à tout prix, on est à mesure de vendre son âme, on est à mesure d'exiger à l'autre de se mettre en nu pour faire de telles vidéos, pour faire de tels montages ahurissants. Okay. Donc, pour me résumer, je pense que ce qui se passe aujourd'hui sur la toile a pour fondement l'état même de notre propre société. C'est ça qui se reflète de l'autre côté, dans le monde virtuel dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous avons été rejoints sur ce plateau par André Litermeka. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les millions de téléspectateurs d'Equinox Soir. Je voudrais féliciter la rédaction d'Equinox de s'intéresser aux faits de société qui impactent naturellement la vie et le comportement des hommes. Vous êtes, vous intéressez effectivement aux questions de société, sociologue à la base, et puis vous êtes également homme politique et militant du RDPC. C'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Je donne la parole à André Litermeka. Qu'est-ce qu'il faut stigmatiser? Qu'est-ce qu'il faut mettre en relief ici? Pour vous, le principal problème, c'est lequel? C'est la dépravation des mœurs portée désormais sur les réseaux sociaux ou la publication sur les réseaux sociaux des images dégradantes? Je voudrais d'abord, en ma qualité de celui qui s'essaye dans la science, dire que j'avais eu la grâce à l'époque d'être formé par CIFIA International au Messager, où j'animais l'enquête du vendredi, où j'ai fait une enquête sur l'adolescence et la pornographie, qui a été bien évidemment encadrée par le professeur Yemeli Tatifo et Étienne Tassé et Charles Fongan. Alors, j'ai fait cette enquête qui était bien évidemment subventionnée par l'Union européenne dans la ville de Douala, dans plusieurs quartiers. Alors, le constat que j'ai été a été cinglant, c'est-à-dire que dans le cadre de cette enquête, l'adolescence et la pornographie, j'ai pris un échantillon de 20 adolescents, en moyenne de 10 à 13 ans, et j'ai constaté que la moyenne, plus de 70% de ces adolescents avaient perdu leur virginité. 10 à 13 ans. 10 à 13 ans, c'est-à-dire du coup moyen 1 en 5e. Ils avaient perdu leur virginité. Et lorsque je suis allé interroger les causes, n'est-ce pas, ils m'ont parlé, n'est-ce pas, des images pornographiques, notamment dans les chaînes de télévision, dans les sites, et comment ils ont eu accès à ces images. Parfois, lorsque les parents dorment, ils regardent, et parfois, lorsque vous offrez les téléphones aux enfants, ils entrent dans des scènes, notamment dans des sites pornographiques. Donc, vous comprenez, donc, il y a, n'est-ce pas, cette banalisation de l'image sexuelle, cette accessibilité n'est-ce pas, de l'adolescent à l'image sexuelle, qui, notamment pour lui, est une découverte. Et vous savez que tout ce qui est inconnu appelle à la découverte. Donc, ils veulent donc accéder, notamment à cette pratique qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a ces problèmes au niveau de la décadence sociale que nous observons. Donc, pratiquement, les causes sont non seulement cette accessibilité facile d'accéder aux images pornographiques, notamment en journée, heure de pointe, les images érotiques passent, n'est-ce pas, à la télévision. Je vais vous faire une boutade. Un jour, je regardais une image érotique assez intense
devant mon fils de 5 ans. Alors je m'écris, bon écoute, pourquoi ils bagarrent tant ces deux personnes? Il me dit, papa, ils ne bagarrent pas, ils font l'amour. Donc vous voyez, j'ai sursauté et je lui ai dit, c'est quoi cette affaire? Il s'est retiré, il a eu un peu honte. Donc c'est pour vous dire que c'est cet apprentissage-là, ce diffusionnisme-là, cet accès à l'image qui fait en sorte que l'enfant entre en contact avec ces pratiques sexuelles. Oui, bon, là, vous insistez sur la question de la banalisation de la nudité, si on peut dire ainsi. Mais sauf que dans les deux précédents cas, les deux cas que nous avons évoqués dans l'introduction de cette émission, on voit bien qu'il s'agit des adultes, que ce soit le cas de Bonamou Sadi ou le cas de Nkonkana, je crois, à Yaoundé. On voit bien que c'est les adultes, c'est-à-dire qu'une jeune dame qui est forcée de se déshabiller dans un salon de coiffure et puis on filme ses parties intimes qu'on met par la suite sur les réseaux sociaux. Dans le cas de Bonamou Sadi, on voit bien que c'est des adultes, c'est des jeunes qui doivent avoir en moyenne une trentaine d'années. Est-ce que c'est encore le même problème? Oui. Parce que là, ici, il s'agit maintenant de la publication sur les réseaux sociaux de ces images. Oui, mais il faut aller dans ce qu'on appelle l'impensé du discours pour comprendre pourquoi on veut absolument faire vulgariser ces images. Et à ce niveau-là, il faut comprendre que, contrairement à ceux qui pensent que c'est la recherche effrénée du buzz, non, c'est le fait, en fait, de combattre ces pratiques-là qui amènent les gens à pouvoir exposer ces images. J'ai vu notamment la vidéo des adultes qui étaient dans un appartement privé, d'autres étaient habillés, d'autres étaient déshabillés, et j'ai constaté effectivement que c'était l'amorçage, le commencement de ce qu'on appelle les partouzes. Et vous savez, ces genres de pratiques, il y en a pleinement qui abondent dans le vocabulaire sexuel. Et vous allez m'excuser un peu, les partouges, le cunnilingus, les fellations. On ne connaît pas tout ça. C'est une importation, n'est-ce pas, de l'expérimentation sexuelle de l'Occident et qui fait aujourd'hui que l'Africain qui les découvre veut absolument, n'est-ce pas, mettre cela en pratique pour pouvoir, n'est-ce pas, rechercher des sensations fortes. Non, pas seulement s'exprimer, rechercher des sensations fortes et s'adapter à une certaine mode. Parce que c'est aussi la mode. Lorsque vous avez une relation pratiquement amoureuse et puis on vous met un peu à la mode, on sort un nom, vous êtes étranger, on sort un autre vocabulaire, vous êtes étranger, on a l'impression que vous êtes démodé et que vous êtes un peu ringard. Et par conséquent, vous êtes obligé, n'est-ce pas, d'être à cette mode, d'être up-to-date et de découvrir cela pour montrer que effectivement vous êtes dans la mondialisation et que vous êtes ce qu'on appelle fort aux fesses excusez-moi du langage, parce que il faut, quand on veut guérir le social, il faut être cru et il faut être adapté, sinon vous êtes en arrière. Alors, Maître Fabien Keïen, sur les deux cas qui retiennent notre attention et qui sont considérés comme le prétexte de ce programme-là, quelle est votre lecture, votre commentaire? Duval, je dois vous avouer paradoxalement que je suis en accord total avec la grille de lecture de monsieur Tibeka, que je ne connais pas ou que je n'ai pas eu l'avantage déjà de rencontrer sur un plateau de télévision, sur le plan de la sociologie. Effectivement, par rapport à ce qu'il évoque sur l'évolution des mœurs. Moi, avocat, il m'est souvent arrivé ici de dire que je suis un criminologue. Lorsque les sociologues ont eu exposé, nous rentrons dans le cadre de la criminologie, nous tombons dans le cadre du droit pénal dans le temps. Parce que voyez-vous, c'est aujourd'hui tel qu'il débrouillé un certain nombre d'expressions partout, ainsi de suite, ainsi de suite. Cela ne devait pas faire, cela n'a presque jamais fait partie de notre langage, il n'y a pas pratiquement 15 ans. Oui, tout à fait. Moi j'ai pu vous l'assurer, nous sommes ici presque sur le plan générationnel, pour dire que au niveau du Cameroun de l'Afrique, c'est des faits sociaux qui n'étaient pas du tout intégrés. Pour autant. Mais vous vous rendez compte, quand je parle de la loi pénale dans le temps, c'est des infractions qui, sur le plan évolutif, sont venues et entrées dans le corpus, n'est-ce pas, du droit camerounais au travers de la loi de 2010 sur la cybercriminalité. Quand on en vient à cette loi-là,
Je crois que les adultes qui ont voté cette loi étaient loin d'imaginer que nous vivrons, nous serons amenés ce que nous vivons aujourd'hui là. Je veux mettre entre parenthèses la déflagration de la société. Pour vous dire, il était impensable pour les législateurs qui le disaient. Nous pensions que peut-être vous et moi, ou vous, si vous me surpreniez quelque part nu, il vous serait interdit de me filmer et de divulguer. Pour le commun des mortels, le civil, pour faire cas de la femme qui a été filmée nue, n'est-ce pas? C'est les civils qui l'ont fait. Il y a eu un de vos confrères qui a fait l'objet d'une émission ici, que M. André Mika, non pas, je vais parler de Camille, un journaliste. Ça, c'est des affaires qui concernent le privé. Mais en venir à ce que dans le cadre des enquêtes, je suppose qu'on a surpris les gens en train de faire des partous. Quand on ouvre une enquête, c'est tout à fait normal. Cela, c'est une obligation pour nos forces de l'ordre. J'ai eu dit à travers certaines chaînes de télévision qu'il y a ce qu'on appelle le secret des enquêtes ou de l'instruction. Il faut aller au-delà pour dire le fait que nos forces armées et police aient trouvé ces personnes. Je ne juge pas de leur culpabilité ou pas. Je ne juge pas de la flagrance de leur relation. Est filmé et montré nu. Cela relève de ce qu'on appelle en droit de la torture dans le cadre des enquêtes. Et c'est inacceptable pour un état de droit. Au-delà de ça, n'occupons pas certaines choses. Nous parlons de faits sociaux. Il faudrait que les Camerounais s'accordent sur le fait que ces personnes comme ont tenu autour des partous, de manière sous-jacente, développent d'autres crimes, tels le proxénétisme. Personne n'a vu cela venir. La pédophilie, personne n'a vu cela venir. On ne parle que des images des gens qui ont été exposés. Et je voudrais extrapoler pour demander comment, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que nous autres, on en arrive à ce genre de société où un civil peut filmer un civil nu en violation de la loi et puis manger dans les réseaux sociaux. Moi, quand je voulais, j'ai évoqué une théorie de droit, la présomption d'innocence. Sur ce plan-là, il faut savoir que la présomption de connaissance n'existe pas. Que tous ceux qui s'évertuent à publier ce genre d'image seront passifs des dispositions, des sanctions prévues. Il n'est pas question aussi d'étendre les sanctions que ces personnes encourent. C'est beaucoup gros. Mais je dis, c'est indigne. Je vais vous surprendre, et c'est pour que la population comprenne. J'ai eu à recevoir l'une de ces images. Une relation à moi m'a demandé de la transférer de manière insistante. J'étais avec elle. J'ai dit, regarde la loi, je ne peux pas transmettre cela parce que la loi l'interdit. Sur le plan politique, je voudrais chuter par là. Et c'est ça qui me fait extrêmement mal. Notre société a régressé. Les fondements traditionnels des sociétés camerounaises, africaines même, n'admettent pas ça. Moi j'ai 50 ans aujourd'hui, je n'ai jamais su comment mon père rencontrait ma mère. Je n'ai jamais su comment un grand frère pouvait dire à une femme qu'elle est belle. Quand il parlait des faits sociaux, sur le plan évolutif, vous avez des enfants, comme l'a dit le sociologue André Mika, on a aujourd'hui Internet, on a même Equinox que nous avons aujourd'hui pour évoquer ce genre de problème. C'est des faits tabous. Il revient de manière intrinsèque, de manière ferme à notre population
de se ressaisir, sincèrement, est de dire que nous sommes dans une déflagration totale si on n'arrête pas ces faits sociaux-là. Cela n'est pas de notre société. Mais je pense que c'est du fait de la négligence, de la légèreté du parti État régnant RDPC qu'on en est arrivé à ça. Parce que voyez-vous, il se pourrait, à certains degrés, que ce soit même des critères de promotion sociale. Ne voyez pas, s'il vous plaît, Duval, il se pourrait qu'à un certain niveau, ce soit des critères de promotion sociale. Pour vous dire quoi? Quand j'ai évoqué l'entame de mon intervention... Qu'est-ce que c'est un critère de promotion sociale? Mais naturellement, il faut s'adonner aux ébats sexuels, il faut être dans les clubs, il faut être dans les réseaux, avoir de la promotion. C'est par là qu'on a de la promotion. Ok. C'est le mot qu'on ne doit pas taire. Il faut bien le savoir. Qu'est-ce que le parti était RDPC? Au-delà de ce qu'il a dit, après avoir dit à M. Beka qu'il avait fait une certaine chirurgie, un certain développement, je pense que c'est le parti État RDPC qui a laissé faire ce genre de dépravation de mœurs. Très bien. Maître Clément Macron, qu'est-ce qu'on fait pour arrêter ce phénomène? Parce que c'est vrai que tout le monde dénonce la dépravation des mœurs, tout le monde indique qu'il n'est pas normal. Cela ne se comprend pas que des images des personnes nues se retrouvent sur les réseaux sociaux. Comment on fait pour arrêter ça? Est-ce qu'il faut continuer à appliquer de façon ferme cette loi-là, ou bien vous estimez qu'au-delà de l'aspect juridique, il y a d'autres leviers qu'il faudrait activer pour mettre un terme à ce phénomène? Oui, Duval, avant d'en arriver là, je voudrais inviter ici la démission. Lorsqu'on parlait des causes, la démission multiforme, démission des pouvoirs publics, démission des parents quant à leur rôle d'encadrement et d'éducation des enfants dès la base. Parce que M. Meka a dit tout à l'heure, il regardait un film avec son fils de 5 ans, et puis il y a une image qui... avant. Ça, c'est la démission des parents. Et je ne regarderai pas ce type de film avec mon enfant de 5 ans. Ce n'est pas possible. La démission même des hommes d'église. Parce que voyez-vous, tous les jours qui passent, c'est souvent les hommes d'église qui sont également impliqués dans des scandales. C'est le foyer de la dépravation des mœurs. Donc la démission est multiforme. Il y a l'ignorance de la loi. Oui, il y a l'ignorance de la loi. Combien de Camerounais savent-ils qu'il y a un texte de loi qui a été adopté par l'Assemblée nationale depuis 2010, qui réprime tous ces enregistrements et publications sur les réseaux sociaux? Combien de Camerounais le savent-ils? Donc, en termes de solutions, Duval a un triple plan. Donc, sur le plan administratif, en amont, il y a l'éducation des masses, l'éducation qui doit passer par des émissions de TV qui doivent prendre le pas sur les réseaux sociaux. Éduquer les masses, éduquer, dès là-bas on se demande, je me pose la question, les ministères qui sont créés et qui sont dédiés à cette tâche, que font-ils? Donc, sur le plan administratif, il y a des amendes, il y a des suspensions temporaires de ces réseaux sociaux. Il faut une concertation permanente entre les pouvoirs publics et les réseaux sociaux, de tous ces WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram et tout le reste. Et sur le plan normatif, je vous l'ai dit tout à l'heure en entendant mon propos, le Cameroun est armé. Nous avons des textes. Il faut donc encourager la répression. Tout à l'heure, tu as demandé, est-ce qu'on ne réprime pas si souvent? Est-ce qu'on réprime même? Combien de procureurs de la République se sont saisis des cas que nous dénonçons tous les jours? Ils ne se sont jamais auto-saisis. Et c'est ce qui est regrettable dans cet état. Il faut encourager la répression. Et justement, dans le sillage de cette actualité, il y a des informations et des contre-informations. Dans le cas, par exemple, de la jeune dame à Yaoundé, il circule sur les réseaux sociaux une plainte de cette dame qui reconnaît dans la plainte qu'elle a effectivement volé un téléphone.
Mais la plainte porte davantage sur le fait qu'elle a été déshabillée et que ses parties intimes aient été filmées et publiées sur les réseaux sociaux. Si vous permettez, Duval, je dois tirer un coup de chapeau à cette dame pour son repenti actif. Pourquoi? Parce qu'elle reconnaît dans la plainte. En droit, ça n'excuse pas le crime, mais ça permet, n'est-ce pas, de la resocialiser. Parce qu'elle a reconnu dans la plainte qu'elle a volé le téléphone. J'ai lu cette plainte-là aussi, j'en ai pris connaissance à l'entame. Elle dit bien précisément qu'à la suite de vol que j'ai commis, Oui. si un tout petit peu, l'être humain, ou nous autres qui sommes ici, même appelés à gérer les choses publiques, on reconnaissait qu'on avait fauté, avant de dire, malgré le fait que j'ai fauté, vous avez fait ceci qui ne me plaît pas, ce serait ainsi. Ouais. C'est vrai que pour rédiger ça autrement. C'est vrai que pour rédiger ça autrement. Même pas dit autrement. Je voulais pas qu'on s'attarde là-dessus. Oui, oui. Je voulais par contre dire, à la suite de ce qu'elle a fait, elle a avoué son crime. Mais pour ceux qui ont fait ça, il faut que le peuple qui nous regarde là sache à quoi il devrait s'attendre. Oui. Et c'est l'article 74 de la loi de 2010 sur la cybercriminalité. Le Cameroun est un national juridique sur tous les plans du droit, imparable. Le problème que nous avons ici dans ce pays, c'est que les lois sont faites pour certains. Je vous assure. Parce que si peut-être on avait sanctionné le premier cas, on n'en serait pas arrivé à cet autre-là. Puisqu'il s'agit là même de la vindicte populaire. Si on appliquait la loi de manière indiscriminée, on n'en serait pas arrivé là. Ouais. Permettez-moi de vous lire l'article 74. Et puis de la loi 2010 sur les infractions liées à la cybercriminalité. Est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende d'1 million à 5 millions. Quiconque, au moyen d'un prisonnier quelconque, porte atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de leur auteur les données électroniques ayant un caractère privé ou confidentiel. Donc ceux qui ont fait là, ceux qui ont fait ça, on n'a même pas besoin de cette émission de télé pour les interpeller. Nous avons le malheur que nous sommes dans un pays où vous n'avez jamais entendu que le procureur de la République s'est auto-saisi, c'est-à-dire la personne désignée par l'État, par l'Assemblée nationale, pour, comment dirais-je, socialiser la société. Je n'ai pas encore vu, peut-être je me trompe, un procureur de la République qui a déjà pris sur lui de s'auto-saisir de ces cas-là. Si cela avait été fait en amont, on n'aurait pas retrouvé. Donc ce sont des gènes. Et là, vous avez lu, c'est valable pour les deux cas qu'on a évoqués? Bien entendu. D'accord. Sauf pour les partous. Si vous rentrez le cas de la partous, je vous assure que c'est un danger extraordinaire. Au point je me demande dans quel état on se retrouve. Ça va réprime la partouze aussi? Je vous ai parlé sur le plan social avec M. Beka. Okay. Que c'est des phénomènes qu'on n'a pas évoqués. Okay. C'est dans le cadre d'une enquête. Permettez-moi de... Mais terminé parce qu'il faut que je la parole aux autres. Permettez-moi qu'on comprenne. Oui. Dans le cadre de la partouze là, d'aucuns auraient soupçonné que des adultes sont dans un endroit précis en train de s'adonner à une infraction. Oui. Quand bien vous les prenez, l'article 30, je peux que j'ai ça en mémoire, vous impose, de quelque manière que ce soit, du code de procédure pénale, sur le plan des enquêtes, de ne torturer personne, de ne recueillir que les preuves. Mais lorsque vous avez imposé aux gens, comme on l'a vu, de se déshabiller, de se mettre nu, c'est très gros. Et si l'État camerounais ne s'en charge pas, je vous assure, à ce moment, nous entrons dans le cadre d'un État voyou, bien qu'une infraction aurait été commise. Juste j'ai parlé de proxénétisme. Ok, d'accord, terminez votre propos maintenant et puis je donne la parole à Alain Dipou pour lui tout le table avant la réclame. Oui, je voudrais terminer parce que j'ai évoqué le plan normatif tout à l'heure. Il y a le plan social. Parce qu'il est bon de vulgariser les textes qui répriment les infractions liées à toutes ces dérives que nous dénonçons. Il est bon qu'il y ait des programmes d'éducation, des masses, et tout le monde doit se sentir interpellé. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la crise de la nudité nous interpelle tous. Chacun à son niveau, et bien entendu, ceux qui doivent donner l'impulsion, ce sont les pouvoirs publics.
Alain Djibou, comment arrêter ce phénomène? Je ne sais pas si vous êtes la personne indiquée à qui je devrais poser la question, parce que en tant que journaliste, on sait que le journaliste vit des 3 S. Est-ce que les journalistes peuvent contribuer? Est-ce que les journalistes peuvent contribuer Le scandale, le sexe. Le Le scandale, le sexe et le sang? On en le est sang. là. Alain Djibou, comment on peut arrêter ce phénomène? Bon, je ne voudrais pas donner une recette miracle, mais je pense que modestement, pour frapper justement sur le même clou que Maître Anon, Maître Nakon. D'accord. Nakon, autant pour moi, je crois qu'il faut tout simplement que, à la base, qu'on revienne aux fondamentaux. L'éducation, pour commencer. Il faut redonner la place de l'être humain. Il faut lui donner la place qu'il mérite, la place que l'être humain mérite dans la société. C'est-à-dire qu'il a une valeur sacrée. Il faut qu'on le respecte tel quel. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec son corps ou bien avec le corps de l'autre. Surtout quand on est dans une situation de vie privée, puisque c'est le cas en ce moment. Donc ça passe par l'éducation. Éducation au niveau familial, au niveau social, au niveau même l'éducation des masses, et même dans les formations politiques, pourquoi pas. Au-delà de l'éducation, il y a aussi le respect des droits. Si on est dans un état de droit, justement, il faudrait bien que les gens sachent qu'il y a des seuils à ne pas franchir. La loi a prévu un certain nombre de limites à nos libertés. Il ne faut pas que ma liberté déborde sur celle de l'autre. Autrement, il serait plus responsable. Donc, il faut que nous soyons des citoyens responsables, sachant que ma liberté s'arrête où celle de l'autre commence. Je peux avoir un malin plaisir à me faire filmer dans mes appartements privés, mais il ne faut pas que j'ai le zèle, je pousse trop le zèle en publiant, ou bien en le vendant, ou bien bref, en mettant à la disposition de plusieurs autres personnes. Moralement, c'est inacceptable. Donc, il faut que messieurs les magistrats sortent de leur torpeur, qu'ils s'autosaisissent et frappent Ils ne font jamais. des individus qui sont vraiment pris en flagrant délit, en porte-à-faux avec les lois, les extraits de loi que viennent de lire Maître Kenyé. Donc, il y a même aussi une dimension du point de vue politique, et je suis d'accord avec Maître Kenyé, parce que ça m'a fait penser à un ouvrage qu'un illustre secrétaire général de la présidence de la République a rédigé quand il était en prison, M. Titus Sezoa, Méditation de prison. Si vous avez parcouru cet ouvrage, il y a un ensemble de choses qui décrit Des révélations troublantes. oui, là-dedans, concernant... On ne va pas dire ahurissantes. Oui, concernant la gestion du pouvoir. Vous savez qu'aujourd'hui, tout est dévoyé. C'est un dessert. Il n'y a même plus d'éthique en politique. C'est-à-dire que maintenant, certaines personnes, je ne veux pas généraliser, hein, il y a à chaque chose des exceptions. Je ne veux pas non plus politiser, dire qu'on les retrouve seulement dans le camp des mécas ou bien dans le camp des... Non, je veux pas... là-bas. Non, je ne veux pas politiser, je veux simplement retenir des faits. C'est-à-dire que certaines activités politiques ici sont conditionnées par l'appartenance à des sectes sataniques. Des sectes sataniques. Et quand on parle de sectes sataniques, il y a des mœurs incroyables. On vous intime des ordres pas possibles. On vous exige un certain nombre de comportements qui vous animalisent totalement. Et donc, il faut qu'au niveau politique, qu'il y ait une prise de conscience de ce que la politique a aussi quelque chose d'éthique, quelque chose de moral qu'il faut respecter. Il y a l'éthique en politique. Très bien. Peut-être pour me résumer, si vous me le... Non, on vous a bien compris, on a pas besoin de résumer. En vous résumant, vous risquez de... Bon, ok. Alors, vous m'arrachez la parole. André Thiandeka, comment on sort de cette affaire? D'abord, je ne suis pas venu avec le sentiment de vouloir politiser le débat.
parce que lorsque vous êtes un scientifique et que vous diagnostiquez le social, il y a beaucoup, n'est-ce pas, d'instances de culpabilité et de socialisation. Parce que la première instance de socialisation, où on inculque les normes et les valeurs, pour créer un citoyen qui respecte la norme et la règle, c'est la famille. Et vous allez voir qu'il y a des familles qui ont codifié les enfants. Quand vous dites à un enfant, vous allez au bar, il vous dit, mon père m'a dit de ne jamais aller au bar. Tout à fait. C'est un blocus. C'est un blocus. Et il y a des pratiques sexuelles normées, et il y a des pratiques sexuelles qui sont pratiquement atypiques. Et je vous ai donné tout un panel de vocabulaire, de pratiques sexuelles qui ne sont pas normées. Et notamment ces pratiques sexuelles font partie de la mode sexuelle aujourd'hui qui fait de vous un homme à la mode, un homme de la mondialisation. Et c'est à cela que j'interpelle d'abord les parents de pouvoir, n'est-ce pas, mettre un cadre d'éducation dans le réglage, la codification de la société. Il y a des enfants que tu ne peux pas décoder. Tu ne peux pas lui proposer des pratiques sexuelles qui sont pratiquement hors contexte. Et ce sont des enfants qui sont bien éduqués. Mais entre les il y a des parents qui vous répondent qu'il y a ces codes-là qui sont établis au départ, et vous avez des enfants qui respectent ces codes-là pendant leur adolescence et jusqu'à un certain âge, mais à un moment donné, avec l'environnement, avec l'environnement ambiant, ça commence à se décoder. Lorsqu'on a vu ces personnes, par exemple, qu'on a vues à Bonamou, ce ne sont pas des jeunes qui ont 10 ans, 13 ans. Quand même des c'est adultes. important de me comprendre, parce que en sociologie, il y a ce qu'on appelle le lien social. Il y a ce qu'on appelle le paradigme de l'ordre et la permanence, où vous devez codifier la société pour renforcer les liens sociaux et pour renforcer, n'est-ce pas, la solidarité mécanique. Donc c'est important que l'inculcation des normes et des valeurs soit bien codifiée dans les familles. C'est pour ça que les réunions de famille existent. C'est pour ça que les orientations familiales d'un parent, d'un chef de famille, sur ce qu'il faut faire et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il y a des enfants aujourd'hui, jusqu'à grand, il te dit, mon père m'a dit de ne jamais faire ceci et je ne le ferai pas. C'est la codification. Et nous partons donc dans le cadre de la codification de la société. C'est le président Paul Biya qui disait, quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Et quand le président Paul Biya le dit, ça veut dire que... On a la réponse aujourd'hui. Oui, nous avons la réponse. Nous avons la réponse, pourquoi? Parce que aujourd'hui nous sommes divisés dans la vision que le chef de l'État veut donner au pays. Parce que lorsque vous allez interpeller cette famille et que vous allez appliquer la loi, c'est le même MLC qui va constituer un lobby de protection et va dire que on enfreint la loi, il y a les problèmes de liberté, il y a ceci, il y a cela. Mais vous avez vu une image pratiquement insultante d'un monsieur qui insultait les parties intimes de tout le gouvernement et tout et tout. C'est le même MLC qui les a défendus. Et pourtant, le MLC devait dire non. Dans notre société où nous sommes en Afrique, nous devons respecter l'aîné. Est-ce que vous savez que le respect même de l'aîné, chez nous en Afrique, s'il n'y avait pas la démocratie, je ne serais pas assis ici. J'espère que vous n'avez pas perdu le fil de votre développement. Non. Je pose une question entre parenthèses et puis on le fait rapidement. Oui. Est-ce que ces jeunes avaient droit à un avocat? Ces jeunes-là, dans une société moderne, ont droit à un avocat. Très bien. Et je voudrais donc vous dire que la culture de centre, c'est la culture à laquelle nous appartenons, à la culture africaine. Il y a une culture périphérique qui est en train de dominer la culture de centre. Parce que quand vous avez vu ce club-là, cette partouze-là, ce sont des pratiques qui ne sont pas de nôtres. En tout cas, pour ce qui me concerne, je n'ai pas vu de partouze dans la vidéo. Hein. Non, du moins, il n'y a pas eu Moi, je me limite à ce que j'ai vu. Du moins, il n'y a pas eu de partouze, mais lorsque vous voyez plusieurs garçons ou plusieurs hommes, plusieurs femmes, effectivement, la pratique s'appelle, n'est-ce pas, partout, ceux qui sont nus. Donc, il y a ça. Nous, la décadence sociale n'est pas l'apanage de l'État. La décadence sociale, c'est, n'est-ce pas, le relâchement de la société vis-à-vis de ses codifications, vis-à-vis de ses normes. Et ça, tout le monde a échoué. Et je vous assure que le procureur, parfois, ne se saisit pas par rapport aux hommes politiques. Parce qu'on va venir ici, on va dire, oh, il est zélé, il veut les postes, il veut véritablement, n'est-ce pas, montrer qu'il travaille bien, alors qu'il y a les droits de l'homme. Il a droit à un avocat, il faut respecter la procédure, et tout cela permet en sorte qu'il y ait relâchement véritablement de la société, et où la répression, c'est-à-dire punir et châtier,
commence à se relâcher parce qu'il y a effectivement les gardiens de la société, les juristes qui vont venir opposer le droit. Alors, Maître Keye, rapidement, avant qu'on ne sorte de cette première partie, finalement, on est dans la situation de tout le monde est coupable et personne ne l'est en même temps. Tout le monde n'est pas coupable. Duval, si vous le permettez, je crois que M. André Meka, à l'entente de son propos, disait qu'il n'était pas venu politiser le débat. J'ose croire qu'il bénéficie de la présomption de sang en ce qui concerne sa méconnaissance sur ma personne. Je peux vous affirmer de manière péremptoire, les téléspectateurs en sont témoins, je suis la personne qui a porté sur elle seule. Ce n'est pas le MRC d'aller défendre les 3 personnes de Djombe. Si vous ne saviez pas, je vous enseigne, je vous le révèle. Mais Kenny Fabien aura été la seule personne en tant qu'avocat qui allait à Djombe défendre Bonda et Tembe, Wamini et Kamou qui étaient embastillés parce qu'ils travaillaient dans un sujet, la PHP, qui conteste aujourd'hui, et je vais poursuivre ce combat-là. C'est vous qui avez embrayé là-dessus. Je ne tolère pas ça. Vous le faites en tant qu'avocat, pas en tant qu'avocat. Aucun. Soit dit en passant, je fais partie du collectif des avocats Sylvain Sop qui défendent les militants du MLC embastillés par le régime dictatorial du MLC. Voilà. Je me serais attendu, je me serais pas attendu à ce que nous mettions sur le plateau le nom de M. Paul Biya qu'on ne voit, de M. Paul Biya, s'il vous plaît, qu'on ne voit plus, qu'on ne sait plus s'il est vivant aujourd'hui. Qui aura foutu ce pays, foutu le bordel dans ce pays. Sur la question évoquée par André Meka, je pose une question précise. Oui. Vous répondez puis on sort par là. Il a indiqué, et vous avez commencé à développer là-dessus tout à l'heure, vous avez dit que dans les causes, il y a les causes politiques, il y a l'inertie, au laxisme, la non-application des textes et un certain nombre de choses. Vous persistez là-dessus parce qu'il a indiqué que c'est tout le monde qui est responsable. Vous savez, les sociologues ne fonctionnent pas comme les gens de droit. Je vous assure, nous sommes dans l'un des rares pays où on a les procureurs, c'est-à-dire les protecteurs de la loi. Les problèmes de pudeur, c'est les problèmes de société. Je vais vous dire, ça n'a rien à voir avec les problèmes de pudeur et de morale. Non, je parlais que vous m'interrompiez. Vraiment, c'est pour je suis sur toute la société responsable. Je suis sur l'évocation, sur le contrôle de mon confrère. Oui. Je vais vous assurer. Les fonctions d'un procureur de la République, c'est quoi? Il est protecteur de la loi. C'est lui qui est même plus proche du pouvoir exécutif. Il n'est pas juge. Pour vous dire quoi? Chaque fois qu'une règle de droit est violée quelque part, il n'attend même pas qu'une victime s'exprime ou porte plainte. Systématiquement, il devrait engager des procédures, même sans victime, quitte à ce que la victime arrive. Sauf que, comme je l'avais dit dans le cadre du procès de Bonda et Tembe et consorts, que nous avons malheureusement dans notre système judiciaire des magistrats, n'est-ce pas, qui ont une forme d'épée de Damoclès qui pèse sur eux. Nous serions plutôt ici en train de nous poser la question de savoir où se trouvent les auteurs des faits sociaux ou criminogènes que nous sommes en train d'évoquer. On vient là-dessus tout à l'heure dans la deuxième partie. J'espère que vous commencerez par bien sûr, on reviendra là-dessus dans la deuxième partie d'Equinox ce soir parce que, bien évidemment, il faut interroger cela. On retrouve la réclame et juste derrière le journal de 20h. Et derrière le journal de 20h, nous revenons sur ce plateau pour la deuxième partie d'Equinox ce soir. Retour sur le plateau d'Equinox ce soir pour cette deuxième partie avec nos invités. André Meka, militant du RDPC, Maître Fabien Kenyé, militant du MRC, Maître Clément Nakon, avocat au barreau du Cameroun, et Alain Dipou, journaliste. Alors, c'est vous qui avez la parole, je crois, Maître Nakon? Non. Maître Fabien Kenyé, tout à l'heure avant la réclame, en rapport avec ce sujet portant sur ces questions de mœurs. Je voudrais, avec votre permission, solliciter votre commentaire sur ce texte, ce tweet de Maître Akere Mouna. Maître Akere Mouna qui estime qu'en l'espace de 2 jours,
il y a eu des scènes de présentation d'images obscènes sur les réseaux sociaux et que de son point de vue, il s'agit là des violations graves des droits de l'homme qui doivent être condamnées. Bien entendu, Duval, je crois que cela aura été la trame de toutes mes interventions. Notre bâtonnier a parfaitement raison quand il s'exprime ici à travers ce tweet. Parce que voyez-vous, l'image sur le plan international est sacrée. Et cela relève effectivement des droits de l'homme dont il est l'un des plus grands protecteurs. Et je peux dire et confirmer que quand il le dit, il est totalement meurtri. Parce que voyez-vous, au-delà des droits de l'homme, nous maîtrisons tous ici au niveau national la statut de bâtonnier Akere Mouna sur le plan international. Il voudrait simplement attirer l'attention de l'État parti à EDPC qui est devenu aujourd'hui un cancer social qu'il faut extirper de la société quand même pour qu'elle se régénère, pour qu'elle se réinvente sur ce genre de tolérance. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi, nous m'offusquons de ce que, malgré toute cette dépravation de mœurs, aucune autorité judiciaire jusqu'à présent, que ce soit quelque ministère que ce soit, n'est levé le petit doigt. Cependant, nous avons eu quelqu'un qui avait revendiqué le titre de ministre avant d'être nommé par le chef des hautes instructions. C'est toujours le débat. À une certaine fonction. Comme vous connaissez, tout ce qui a cru devoir sacraliser cela, qui est même son comment dire, on parle parfois de confrère, mais quand on est inférieur, on s'appelle son confrère inférieur. Donc il est dans... nous devons nous inspirer de ce genre de personnes. Quand nous inspire, cela fait partie de ça, monsieur... Maître Clément Nakon, je partage avec vous ce tweet de Maître Akere Mouna. Je reprends exactement le tweet dans son intégralité. 2 jours de suite, des espaces privés ont été pris d'assaut, des citoyens menacés et filmés nus. Ce en violation de la Convention de l'ONU contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants que le Cameroun a ratifié. Pour cette torture, force à la loi. C'est le tweet de Maître Akere Mouna. Oui, le bâtonnier Akere Mouna est resté égal à lui-même, c'est-à-dire extrêmement rigoureux dans ses sorties et quand dans l'application au respect de la loi. Parce que son tweet met en exergue 2 choses. Il y a le respect de la loi, pas tout le monde, parce qu'on ne doit jamais s'en départir, et le domicile privé qui ne doit pas faire d'objet de violation. Parce qu'au-delà des conventions qu'il a indiqué que le Cameroun a ratifiées, même notre constitution le dit de façon très claire dans le préambule. Le domicile privé est sacré. Et le même préambule indique que aucun homme ne doit faire l'objet de traitements inhumains et dégradants. Ça relève de la torture. Donc ce qui s'est passé à Bonamou, ça dit... Et c'est inspiré d'ailleurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Absolument. Ouais. Des textes que le Cameroun a ratifiés depuis 1948. Donc ce qui s'est passé à Bonamou, ça dit l'autre jour, il s'agit de traitements inhumains et dégradants qui doivent être sévèrement sanctionnés. Donc une fois de plus, je lance mon appel vers les autorités qui dédiées à ce type de situation pour qu'ils prennent les responsabilités et qu'on puisse éviter le délitement social dans notre pays. Alain Djibou, sauf si vous voulez revenir sur ce tweet de Maître Akere Mouna, je voudrais solliciter votre analyse de ce fait qu'on a enregistré dans le journal en rapport avec l'Afrique du Sud. Jacob Zuma, l'ex-président sud-africain qui a passé sa première nuit en prison et qui s'apprête là à passer sa 2e nuit en prison. C'est inédit, non? C'est inédit. Je crois que le présentateur du journal de 20h de Equinox l'a si bien relevé. Et ce qui se passe en Afrique du Sud montre tout simplement qu'il faut que l'on garde présent à l'esprit que nul n'est au-dessus de la loi.
c'est pas parce qu'on a été ancien chef d'État qu'on ne doit plus répondre de ses actes lorsque la justice nous interpelle. Et donc, il paye seulement le prix fort, n'est-ce pas, de son zèle et puis de son esprit, je veux dire, un peu frondeur vis-à-vis des bonnes pratiques en Afrique du Sud. Sous d'autres cieux, on aurait pensé qu'au regard de son âge, compte tenu de son statut, ancien chef d'État, peut-être, il bénéficierait d'une certaine immunité pour tout au moins éviter d'être embastillé. Bon, malheureusement, c'est lui-même qui a, j'allais dire, il a offert, n'est-ce pas, le fouet pour qu'il soit châtié en refusant de répondre devant la justice et puis en la narguant. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas un modèle de comportement social. Donc, je crois que c'est ça qui est mis en exergue et d'où l'embastillement d'un ancien chef d'État. Et il a l'autre acte d'élégance peut-être qu'il a pris, c'est qu'il lui-même allait se présenter. Oui, après une prise de conscience assez tardive, parce que... Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Il n'y a pas d'élégance. Il manque nous d'avant. C'est la date butoir. Si, bon, là, c'est presque pratiquement sous pression, mais s'il avait compris la donne dès le déclenchement de l'affaire, on n'en serait pas arrivé là. André Termeka, je suppose que vous, au RDPC, quand vous regardez ça, vous devez être bien amusé de voir qu'un président de la République, un ancien président de la République se retrouve en prison. Non, disons que la même rigueur est appliquée au Cameroun. Avec, dernièrement, vous avez suivi le rapport de l'Audi du Covid. C'est toujours le sujet aussi. L'affaire Épervier, qui a notamment épinglé un certain nombre de camarades. Donc, je crois que l'Afrique du Sud s'inspire même de la rigueur du Cameroun dans le cadre, n'est-ce pas, de la lutte contre la corruption. Parce que si il y a un pays qui doit faire jurisprudence, notamment dans la lutte contre la corruption dans le monde, je crois que le Cameroun a assez avancé dans ce sens-là. Je crois que ce qui est intéressant, c'est que le président Jacob Zuma lui-même s'est rendu après s'être retiré dans sa région, je crois le KwaZulu-Natal, et il s'est rendu lui-même parce qu'il a été condamné en sursis par rapport au fait qu'il a refusé, n'est-ce pas, de comparaître dans une commission anti-corruption. Je voudrais dire donc aux Camerounais que ce n'est pas inédit pour le Cameroun, puisqu'il y a des autres responsables de l'administration camerounaise et même des premiers ministres qui ont été épinglés dans le cadre... Enfin, quand je posais la question, je pensais davantage à la posture d'un chef d'État qui a quitté le pouvoir, c'est-à-dire qui n'est plus en fonction et qui se retrouve plus tard devant la justice. Je pose la question parce que je dois vous rappeler, je ne sais pas, il faut rappeler André Termeka que en avril 2008, la constitution du Cameroun, celle du 10 janvier 1996, a été modifiée. Et si je peux partager avec vous, cette disposition, c'est le titre 3 de la Haute Cour de justice. Article 53 nouveau. Un peu plus loin, on peut lire « Le président de la République ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale et le Sénat, statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité des 4/5 des membres les composant. » Plus loin, les actes accomplis par le président de la République en application des articles 5, 8, 9 et 10 ci-dessus sont couverts par l'immunité et ne sauraient engager sa responsabilité à l'issue de son mandat. Le sentiment qu'on a en écoutant ceux qui commentaient cette disposition nouvelle de la Constitution au moment où cela a été adopté par l'Assemblée nationale, c'était que c'était une sorte d'immunité qu'on garantissait au président de la République lorsqu'il aura quitté ses fonctions de chef de l'État. Est-ce que cela n'est pas en contradiction avec ce qu'on est en train de vivre en Afrique du Sud en ce moment? Non, moi je crois que ce n'est pas en contradiction, notamment dans le cadre de l'application de la loi. Parce que en fait, ce que j'ai voulu démontrer aux Camerounais, c'est que ce soit le président Jacob Zuma,
que ce soit au Cameroun, des hautes dignitaires, des responsables de gouvernement au plus haut niveau ont été jugés. Maintenant, en ce qui concerne le parallèle que vous faites, j'aimerais bien voir comment cela peut être appliqué. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est de dire, excusez-moi la répétition, que le Cameroun est très avancé dans le sens, n'est-ce pas, de l'égalité de tous devant la loi. Je voudrais d'ailleurs commenter aussi le tweet du Maître Akere pour dire que c'est effectivement ce genre de poste qui crée l'ambiguïté dans le cadre, n'est-ce pas, des dénonciations. Et comment ça? Pour la simple raison que quand je faisais l'analyse, je vous disais que c'est une lutte de dénonciation masquée lorsque les gens mettent un certain nombre d'images à la portée du public pour dire voilà ce qui se passe, bien qu'ils enfreignent la loi, bien qu'ils publient, ils exposent la nudité, mais ils sont dans une sorte de dénonciation. Et lorsqu'il dit qu'il reste égal à lui-même, je ne sais pas, parce que... mais qu'est-ce qui vous gêne dans ce tweet-là? Ce qui me gêne, c'est qu'il devait d'abord, notamment, expliquer le contexte, parce qu'on ne peut pas dédouaner cette scène. On ne peut pas dédouaner cette scène. Il ne dédouane pas. Il dit qu'il y a des images de personnes filmées nues sur les réseaux sociaux et c'est en violation d'un certain nombre de dispositions ratifiées par le Cameroun. Oui, mais vrai, je crois qu'un homme politique, il devait d'abord condamner notamment l'intention, parce qu'il y a une sorte d'intentionnalité dans cette vidéo-là. Ces jeunes voulaient faire quelque chose. Et cette chose-là, nous la connaissons. Donc, en tant que responsable, on doit d'abord dire ce qui a voulu être fait pour la jeunesse, ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Mais, par contre, ils ont le droit, n'est-ce pas, d'avoir une dignité. C'est important de le préciser parce que s'il le dit de façon lapidaire comme ça, c'est comme s'il voulait protéger, n'est-ce pas, l'acte. Et puis, lui-même n'est pas aussi un modèle parce que, bon, je ne sais pas s'il est bien libre, parce qu'il était condamné à 3 ans de prison avec sursis sur une affaire de faux et usage de faux et dissimulation de procédures dans le contexte, n'est-ce pas, de la gestion des biens familiaux. Donc, automatiquement, il ne faudrait pas aussi lui donner un blanc-seing. Maître Fabien Kenyé, sur l'emprisonnement de Jacob Zuma, vous, MRC, vous en tant qu'homme politique, ça vous inspire quoi comme commentaire? On est là, en Afrique du Sud, dans une situation où, de toute évidence, on voit que les institutions fonctionnent très bien. Il y a une sorte de séparation stricte des pouvoirs où un président de la République, fût-il un ancien président de la République, peut être jugé, condamné et jeté en prison. Je vais permettre de dire à M. André Mekake Al Capone, l'un des plus grands criminels du monde aux États-Unis, avait eu droit à un procès équitable. Ils ne le savent pas au RDPC. Quand bien on est coupable, le problème ce n'est pas vous me donnez la culpabilité ou pas, c'est la dignité humaine qu'on préserve. Voilà. Cela dit, le droit de l'homme aussi. Cela dit, c'est ça le problème de la société camerounaise. Cela dit, je voudrais vous assurer, et je suis convaincu de manière ferme, que M. Biapol, s'il avait été en Afrique du Sud, depuis 2011, il sera en prison. Si M. Biapol avait été en Afrique du Sud, sur quel fait, il serait aujourd'hui en prison. Sur quel fait? Pour la simple raison, sur la simple raison que le 18 janvier 1996, les Camerounais sont assis pour décider d'un contrat social, n'est-ce pas? Qui a la Constitution qui disait... C'est passé par le Parlement. C'est passé par le Parlement. C'est le Parlement qui représente le peuple. C'était assis. C'est passé par le Parlement. Il ne faut pas tromper les Camerounais. 1996 pour dire qu'on décidait ou qu'on octroyait à ce monsieur un mandat de 7 ans, renouvelable une seule fois, et nous l'avait imposé. C'est passé par le Parlement, maître. Est-ce que le Parlement ne représente pas le peuple? Autant que vous souvenez. Est-ce que le Parlement ne représente pas le peuple? À la faveur de ce qu'on ne peut pas dire. qu'on a appelé les émeutes de la faim, au moins 200 Camerounais ont été massacrés. Pour que ce monsieur en vienne vous tirez vos chiffres à revenir sur les élections
en 2091 et aujourd'hui en 2011 et il est encore aujourd'hui président de la République. Il n'aurait pas eu les faveurs de ce que le pays comme l'Afrique du Sud a. Je vais vous dire quelque chose avant d'arriver à Zuma. Moi, je vais Rappelez-vous que rapidement, parce que moi, je vais répondre. Vous allez aussi dans le même temps. Donald Trump, dans le plus puissant du monde, a eu essayé de se maintenir au pouvoir. Il a été chassé comme un rat. Je pèse bien mes mots. Pour dire quoi? Dans les pays normaux, personne n'est au-dessus de la loi et cela devrait nous interpeller. Avant Jacob Zuma, il y a eu après Mandela. C'est un homme extrêmement exceptionnel. L'histoire nous enseigne beaucoup de choses. Après, il y a eu Thabo Mbeki, qui a été pris à partie, mis en minorité par l'ANC. Il est parti tranquillement. Par la suite, avec tout ce qu'on a reproché à ce monsieur, Jacob Zuma, il a cru de voir ce qu'il fait. Et force de rester à la loi. Et ça permet de comprendre que dans une société civilisée, ou qui se veut démocratique, il y a ce qu'on appelle la séparation de pouvoir. Donc, l'exécutif ou le pouvoir judiciaire devrait être, à quelque moment que ce soit, inféodé au pouvoir exécutif. Or, il se trouve que dans notre pays, c'est là-dessus que je fais. M. Paul Biya est le chef de l'État, de l'exécutif, il est le chef de l'Assemblée nationale, il est le chef du pouvoir judiciaire. C'est pour ça que je dis la convention ou la constitution personnelle des prisonniers. Voyez-vous, il faut bien que les Camerounais le savent. Il faut qu'on sorte. S'il ne l'avait pas fait, et il y a la justice remise en branle. Or, il se trouve dans le contexte, la justice appartient à M. Paul Biya, qui aujourd'hui a créé une justice parallèle. Le tribunal militaire qui se charge de broyer plus d'une centaine de Camerounais qui croupissent. Alors, je fais une précision. Ça, c'est ce que vous dites, parce que dans les faits, non, ce qui est, c'est que au Cameroun, il y a 3 pouvoirs. Il y a un pouvoir exécutif qui est bicéphale, donc tenu par le président de la République et le gouvernement. Il y a un pouvoir, permettez maître, il y a un pouvoir législatif qui est bicaméral avec une Assemblée nationale et un Sénat, et un pouvoir judiciaire qui est tenu par les différentes juridictions, parmi lesquelles la plus haute qui est la Cour suprême. Maître Clément Nakon, en réalité, ce débat ne devrait même pas se poser, puisque la juridiction même qui est chargée de juger le chef de l'État n'a pas encore été créée. On parle de la Cour, la haute cour de justice, elle n'existe pas encore dans la réalité. Le débat 24 ans après. En tout état de cause, je vais vous répondre. Ce qui s'est passé en Afrique du Sud doit nous interpeller parce qu'il s'agit là de la construction permanente d'un état de droit. C'est-à-dire des considérations d'ordre général, il y a le respect de la loi. Parce que la loi, c'est celle que nous sommes fixés, elle est impersonnelle, s'applique à tout le monde. Et tout le monde doit être égal devant la loi. Il y a également cet autre pan qui est l'indépendance de la justice. Parce que ce qui s'est passé en Afrique du Sud est hautement appréciable et nous devons pouvoir copier ce qui est intéressant, ce qui est bien. C'est-à-dire la loi, inviter tout le monde à respecter la loi, et surtout les politiques, pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi, ils ne sont pas en dessous non plus, mais tout le monde doit pouvoir savoir qu'il y a des limites lorsque la loi se met comme par avant. Non, c'est André Termeka, à qui je donne la parole rapidement, en quelques secondes. Oui, en quelques secondes. Non. Ah oui, Alain Djipou, puisque vous avez interviewé sur le sujet à l'abord avec le premier sujet, voilà, donc sur quelles sont les leçons qu'il faut tirer rapidement pour ce qui concerne cette affaire d'incarcération, l'emprisonnement de Jacob Zuma. Non, juste pour rappeler à monsieur le chef de l'État du Cameroun que lui qui pense avoir parachevé la mise en place des institutions, qu'il y a encore une autre institution importante qui reste sur le papier depuis la mise en œuvre de la Constitution de 1996, à savoir la Haute Cour de justice. Donc, il faudrait bien que cette institution prévue par la Constitution soit mise sur pied. Donc, il ne faut pas donner... Vous savez très bien qu'au sortir d'une élection, il disait qu'avec
le Sénat, la mise en place du Sénat, on va parachever l'architecture institutionnelle, mais ce n'est pas tout. On se rend bien compte à l'évidence qu'il y a un certain nombre de choses qui manquent. Et puis, juste pour dire que, en fait, l'excuse sera vite trouvée, puisque dans la Constitution, on a dit que ces institutions-là vont se mettre en place de manière progressive. Et voilà. Donc, c'est donc ça, la notion élastique et ambiguë de progression là qu'on ne perçoit pas bien, pour que la décentralisation commence à se mettre sur pied, piétine, d'abord piétiner avant d'être implémenté. Il a fallu une trentaine, une vingtaine d'années. Pareil pour la Haute Cour de justice. Je ne veux pas parler de l'article 66 dont parlait Maître Kenyé sur la déclaration des biens. Donc pour dire que, en fait, puisqu'il s'agit d'un article de la loi qui est en réalité la meilleure gage, la meilleure arme contre la corruption, l'atteinte de la fortune publique, je crois qu'on devrait même commencer par là, au lieu de multiplier les structures qui se marchent les pieds dessus, et sans qu'on ait véritablement l'impression qu'il y a une volonté derrière la lutte contre la corruption, alors que en fait, un peu l'équilibre passé. Alors que en réalité, alors que dans la réalité, on est plutôt dans un système d'épuration. Très bien. Messieurs, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci à vous, André Diameka. Je donne la parole pour dire au revoir aux téléspectateurs. Il y a des choses qui vous avez pris la parole. Est-ce que M. Bia a appliqué l'article 66 qui lui impose de manière péremptoire de déclarer ses biens avant d'entrer en fonction? C'est moi qui pose la question. Sauf si... Je voudrais dire que pour ce qui concerne la Constitution, le chef de l'État a deux modalités. Soit il consulte le peuple par référendum, soit il consulte le Parlement et il a consulté. Il a choisi le Parlement. Très bien. C'est ce qui a été clair. Merci. Donc, il est l'assentiment du peuple. Très bien. Merci André Diameka d'être venu sur ce plateau. Merci également à vous, Maître Fabien Kenyé. Merci Maître Clément Nakon d'être venu là. Merci également à vous, Alain Djipou. Merci à vous, Madame, Monsieur, d'avoir regardé cette autre livraison d'Equinox ce soir. Bonsoir chez vous.